Hello hello, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode de ton podcast fitness, je vais te donner 5 bonnes habitudes à prendre pour optimiser tes résultats à la salle. C'est des conseils que j'applique au quotidien et qui m'ont beaucoup aidé. La première habitude à prendre concerne le sommeil. Il faut dormir suffisamment. Il faut savoir que les besoins en sommeil varient au cours de la vie. Alors j'ai fait mes petites recherches et le centre de médecine du sommeil recommande pour les adolescents de dormir de 8 à 10 heures, pour les adultes de 7 à 9 heures et pour les plus de 65 ans de 7 à 8 heures. Alors tu me diras, oui mais Marie, il y a des personnes, elles dorment 5 heures et elles sont en forme, et il y en a d'autres, elles ont besoin de plus de 10 heures et même elles ont du mal à se réveiller le matin. Alors oui c'est vrai, tu as raison, parce qu'il y a aussi une grande part de génétique qui joue là-dedans. Mais ça va aussi dépendre de ton hygiène de vie. Quand tu fais du sport de manière régulière, ton corps a d'autant plus besoin de temps pour récupérer et se régénérer. Un bon sommeil va aider à la récupération musculaire, à la régulation de tes hormones et à la consolidation des apprentissages. Par exemple, si tu apprends un nouveau mouvement à la salle de sport et que tu fais une bonne nuit de sommeil, ton cerveau aura mieux assimilé ce que tu as appris car il rejoue les mouvements que tu as pratiqués pendant la journée. Par exemple, pendant ta séance, tu as appris à faire un Romanian deadlift. Et ton cerveau va en fait rejouer ce mouvement dans ta tête et va se rappeler de ton placement, que tu as mis les hanches un peu plus en arrière, que tu as légèrement plié les genoux. Et en fait, tout ça, ça va tourner en boucle dans ta tête sans même que tu t'en rends compte, et ça va se faire pendant la nuit. Et en fait, le lendemain, ça va renforcer tes connexions neuronales qui sont associées au geste, et tu seras plus à l'aise pour faire le mouvement, parce qu'en fait, tu l'auras répété pendant la nuit dans ta tête. Et franchement, j'ai envie de dire, c'est tout bénef, hein. Si tu peux dormir et apprendre en même temps, franchement, c'est top. Alors, je sais que ça m'avait aidé pour le piano, par exemple, quand j'avais un peu repris le piano de mon côté et que je jouais chez ma mère jusqu'à pas d'heure. Donc, je me couchais, je sais pas, peut-être à minuit ou 1h du matin. Et j'allais dormir, et j'avais un peu la mélodie qui me tournait en boucle dans la tête. Et le lendemain, ça me paraissait plus facile. Et ça m'a fait un peu pareil avec les études. Je révisais jusqu'au dernier moment avant de dormir. Et ça m'aidait à assimiler toutes les fiches que je m'étais faites. La qualité de ton sommeil va aussi dépendre de plusieurs facteurs. Si tu t'endors rapidement ou non, si tu te réveilles plusieurs fois pendant la nuit, si tu dors suffisamment, mais elle est aussi affectée par des facteurs extérieurs, comme la lumière, le bruit ambiant, la température ambiante. Par exemple, s'il fait trop chaud, tu peux avoir du mal à t'endormir. Moi, je sais que parfois, quand je suis en voyage dans des pays chauds, je peux vraiment mettre du temps à m'endormir parce que il fait chaud, je transpire, je suis pas bien, je suis pas dans des bonnes conditions pour dormir. Des fois, c'est pas forcément très agréable. Par exemple, si c'est l'hiver et tu as mis ton chauffage à fond dans ta chambre, je te conseille de le baisser un peu, tu dormiras vraiment mieux. Il y a aussi d'autres facteurs comme la qualité de la literie, si tu as été sur les écrans juste avant, si tu es stressé. En fait, tous ces facteurs vont jouer sur la qualité de ton sommeil. Je sais que beaucoup de personnes ont tendance à être sur leur téléphone, à scroller sur les réseaux sociaux juste avant de dormir, mais c'est vraiment pas la meilleure solution parce que tu vas avoir plus de mal à t'endormir. Essaie donc de mettre toutes les chances de ton côté pour avoir un sommeil qualitatif, comme te coucher à des heures régulières, ce qui te permettra d'avoir ton quota de sommeil. Mais aussi te mettre dans un environnement ambiant qui favorisera un sommeil profond. Donc être dans une pièce où il fait tout noir, où il n'y a pas de bruit, où il ne fait pas trop chaud, où la literie est confortable et d'éviter les écrans avant de dormir. Je sais que quand je vais chez mes grands-parents en Bretagne, je dors toujours super bien parce qu'ils ont des Velux très occultants, ce qui fait que la chambre est plongée dans le noir. Et pour le coup, j'ai l'habitude d'être dans une chambre à Paris où la lumière passe par les volets. Donc quand je suis en Bretagne, je dors mais vraiment comme un bébé. Et quand je me réveille, je sais même pas quelle heure il est. Je me fie toujours au bruit ambiant. Si j'entends des bruits dans la cuisine, je me dis « Ah, peut-être qu'il est l'heure du petit déjeuner. » Alors qu'en fait, il est l'heure du déjeuner. C'est juste que j'ai tellement bien dormi que je sais pas comment j'ai fait. Alors que franchement, de base, je ne dors pas beaucoup. Mais alors là-bas, je dors toujours très bien. Donc vraiment, être dans une chambre plongée dans le noir, ça aide énormément à bien dormir. La grande question, c'est aussi, est-ce que le sommeil est vraiment réparateur avant minuit ? Alors on dit que le sommeil est plus réparateur en début de nuit, car en fait tu passes plus de temps dans un sommeil profond. Le sommeil profond, c'est tout simplement la phase où ton corps récupère le mieux et où le cerveau est très peu actif et tu auras même du mal à te réveiller. S'il est plus réparateur en début de nuit, c'est car ton sommeil est lié à ton rythme biologique naturel et à la pression de sommeil que tu as accumulée durant la journée. En fait, ton corps accumule une pression de sommeil, c'est-à-dire un besoin de repos, qui va se libérer à travers le sommeil profond en début de nuit. Plus tu avances dans la nuit, plus la pression diminue. Et au fur et à mesure, tu entreras plutôt dans une autre phase qu'on appelle le sommeil paradoxal. Là, ton cerveau va passer sur la mémoire émotionnelle, la créativité et les rêves. C'est là où tu auras plus tendance à te réveiller.
Tu n'as donc pas besoin de te coucher avant minuit obligatoirement, car tu auras normalement toujours une phase de sommeil profond en début de nuit. Mais il faut dormir suffisamment, donc minimum 7 heures par nuit si tu es un adulte, et il est recommandé de suivre ton rythme biologique naturel qui est en grande partie dicté par la lumière naturelle du jour. Donc c'est mieux de dormir minimum 7 heures quand il fait encore nuit et de garder un même rythme de sommeil. Donc de ne pas s'endormir à 2 heures du matin, puis 3 heures, puis 22 heures, et puis 4 heures, car là ça va un petit peu tout dérégler. Quand je suis arrivée à Paris, je faisais 1000 choses tous les soirs, et du coup je me couchais tard et je me levais tôt pour aller à la salle de sport. Résultat, je dormais souvent uniquement que 5 heures ou 5h30. Ce qui n'était pas du tout une bonne idée, car j'étais en fait souvent fatiguée au travail, avec une baisse d'énergie juste après le repas du midi. Alors depuis, je dors environ 7 heures par nuit, et même plus le week-end, et je peux dire que je me sens beaucoup plus reposée, et j'arrive à être plus productive dans ce que je veux faire au quotidien, car j'ai plus d'énergie. Avant, je me levais même à 5h30 pour aller à la salle de sport le week-end. En fait, j'étais folle. Maintenant, je mets pas de réveil le week-end et je me laisse un peu porter. Et si je me réveille à 8h ou à 9h, c'est pas grave, j'irai à la salle, si ça se trouve même à 14h. Et c'est pas plus mal parce qu'il y aura pas trop de monde et en fait, j'aurai plus d'énergie. Et même parfois, le week-end, je fais une sieste dans la journée si je me sens fatiguée, ce qui me permet de récupérer encore plus. En fait, il faut vraiment que tu écoutes ton corps. Ce n'est pas normal d'être quotidiennement fatigué. Si tu as besoin de repos, essaie d'adapter ton emploi du temps pour te coucher plus tôt ou te réveiller plus tard et faire des siestes quand tu peux. Par exemple, entre midi et 2 si tu es en télétravail. Ça va t'aider non seulement dans ton quotidien, mais aussi à la salle, car tu auras plus d'énergie pour pousser plus lourd, tu exécuteras mieux les mouvements et ton muscle aura plus de temps pour se réparer et grossir. Au contraire, si tu ne dors pas assez, tu risques de mal exécuter les mouvements et de te blesser par faute d'inattention. La deuxième habitude à apprendre concerne l'hydratation. Il faut que tu t'hydrates comme il le faut. Boire assez d'eau, c'est essentiel pour le corps. Cela aide notamment à réguler la température de ton corps, à faire fonctionner tes organes, à transporter l'oxygène et les nutriments dans ton corps, à améliorer ta concentration, ta mémoire, ton endurance, avoir une belle peau, à faire pousser tes cheveux, etc. Il y a vraiment une tonne de bénéfices. Il est souvent recommandé de boire 1,5 à 2 litres d'eau par jour, mais la quantité d'eau à boire par jour dépend aussi de plusieurs facteurs comme l'âge, le poids, l'activité physique, le climat et l'alimentation. Maintenant, je te conseille de prendre un crayon ou d'aller dans tes notes de téléphone car je vais te donner un calcul assez simple pour déterminer la quantité d'eau dont tu as besoin par jour. Ce calcul prend en compte ton poids et ton activité physique. Si je te conseille de noter tout ça, c'est parce que les calculs, si je te les dis comme ça, tu vas vite les oublier. Donc le mieux c'est de les marquer et tu feras ton petit calcul quand tu seras posé tranquillement chez toi. Le calcul est donc le suivant. Tu fais ton poids de corps multiplié par 35. En fait, c'est ton poids de corps fois 35 ml. Tu ajouteras ensuite 500 ml si dans la journée tu fais 1 heure de sport modéré ou 1 litre si tu fais un sport cardio ou si tu as juste beaucoup transpiré dans la journée. Donc par exemple, si tu pèses 60 kg, il faut faire 60 x 35, ce qui te donne 2100 ml, donc 2,1 litres d'eau par jour. Et si tu as fait 1 heure de course dans la journée, tu devrais consommer 2,1 litres plus 1 litre, donc 3,1 litres d'eau dans la journée. Attention à noter que ce calcul ne prend pas en compte ton alimentation. Si tu manges beaucoup de fruits et légumes, tu peux enlever 20 à 30% d'eau à consommer avec des liquides. Donc, si on repart des 3,1 litres d'eau que tu devais initialement boire, si tu as mangé beaucoup de fruits, tu peux faire 3,1 fois 0,3, donc les 30% qui sont compris dans ton alimentation, ce qui va te donner 0,93. Donc, ton alimentation t'apporte environ 0,93 litres d'eau. Donc, tu fais ensuite le total d'eau qu'on te recommandait, donc 3,1 litres, tu enlèves les 0,93 litres et ça te donne 2,17 litres. Tu devrais donc boire environ 2,2 litres d'eau par jour si tu consommes déjà des fruits et légumes et que tu fais 1 heure de sport intensif dans la journée. Si tu ne veux pas te prendre la tête à faire le calcul toi-même et si tu veux que le calcul soit encore plus précis, tu peux utiliser le calculateur en ligne de Nutrition for Health. Bon, je te le dis avec l'accent français parce que les Français n'aiment pas dès que tu essayes de prendre l'accent anglophone. Ce calculateur, c'est une initiative lancée par Danone qui effectue des recherches scientifiques pour promouvoir une hydratation saine et durable. Je te mets le lien du calculateur en ligne dans la description du podcast. C'est gratuit et c'est très simple. Tu as juste à indiquer ton genre, ton poids, ton âge, ta taille, ton activité physique, le pays où tu vis, car en fait le climat influence la perte d'eau. Et tu dois aussi donner ta dose journalière de liquide que tu as l'habitude de consommer. Donc le nombre de verres d'eau, d'alcool, de café, etc. Ça prend littéralement quelques secondes à remplir et ça va te donner ton niveau de consommation d'eau idéal
ta consommation d'eau totale réelle, l'eau que tu perds tous les jours et l'eau que tu obtiens tous les jours avec ton alimentation. Donc c'est super détaillé et c'est vraiment top. Maintenant que tu as toutes les clés en main pour calculer la quantité d'eau que tu dois boire par jour, comment faire pour réussir à boire plus? Ce que je te conseille, c'est par exemple d'acheter une gourde si tu n'en as pas déjà une gourde de 500 ml à 1 litre. Il existe même des gourdes où il y a une indication de l'heure à laquelle tu dois avoir bu telle quantité d'eau. Tu as un petit tiret sur la gourde pour te montrer le niveau d'eau que tu dois déjà avoir bu à 10 heures par exemple. Si tu n'aimes pas l'eau et que tu trouves ça fade, tu peux essayer de trouver une variation qui va te donner envie de boire. Tu as aussi dans les salles de sport souvent la possibilité de souscrire à une option qui va te permettre d'accéder à une fontaine à eau dans le club. Tu retrouveras des boissons vitaminées qui ont du goût. Sachant que tu peux te resservir plusieurs fois pendant ta séance, c'est assez intéressant niveau prix. Essaie également de fractionner les moments où tu vas prendre de l'eau. Par exemple, quand tu te lèves, bois un verre d'eau. À la salle de sport, tu bois 1 à 2 fois ta gourde de 500 ml. Avant chaque repas, tu bois également. Au bureau, essaie de boire entre tes réunions ou à tes pauses. Et juste avant de dormir, tu peux même prendre une tisane. C'est réconfortant en fin de journée et ça t'aidera peut-être même à bien dormir. La troisième habitude à prendre, c'est de marcher. La marche, ça fait partie de ce qu'on appelle le NEAT. C'est un terme anglophone qui signifie la thermogénèse liée aux activités non sportives. C'est-à-dire l'énergie que ton corps va utiliser au quotidien en dehors du sport, du sommeil et de l'alimentation. Tu vas par exemple brûler des calories si tu es en mouvement, par exemple si tu fais le ménage dans ton appartement, que tu vas faire du shopping, que tu repeins ta chambre, etc. La marche peut être très bénéfique car elle va te permettre d'augmenter ta dépense énergétique sans trop d'efforts. Tu as souvent dû entendre qu'il faudrait marcher 10 000 pas par jour. Alors pour la petite histoire, c'est un fabricant japonais de podomètres qui aurait popularisé cette idée dans une campagne marketing dans les années 1960. Ce nombre avait été choisi car il était facile à retenir. Mais en vérité, il est conseillé de marcher entre 8 000 à 10 000 pas par jour pour les personnes de moins de 60 ans et 6 000 à 8 000 pas par jour pour les plus de 60 ans. Si tu as un travail de bureau comme moi, il est parfois un peu compliqué d'atteindre les 8 000 à 10 000 pas dans le cas où tu prends la voiture ou les transports en commun. Je vais te donner quelques astuces pour augmenter ton nombre de pas. Tout d'abord, si tu viens au travail en bus ou en métro, descends en arrêt plus tôt et marche. Si tu viens en voiture, essaie de te garer un peu plus loin. Entre midi et 2, même si c'est tentant de rester à la cantine du bureau, va marcher un peu. Ça va te permettre non seulement de faire des pas, mais aussi de t'aérer l'esprit et de mieux digérer ce que tu viens de manger. Après le travail, va marcher. Va acheter le paquet de riz qui te manque dans ton placard, ou va te promener dans le parc le plus proche de chez toi pour être entouré de nature. Et si tu n'as rien à acheter et tu n'as pas de parc à proximité, tu peux aussi tout simplement marcher dans ton quartier. Parfois ce que je fais, c'est que je vais appeler ma famille pour prendre de leurs nouvelles ou écouter un épisode de podcast tout en me promenant, et je ne me rends même pas compte du temps qui passe. Augmenter ton nombre de pas va te permettre d'améliorer ta santé cardiovasculaire et mentale, de brûler des calories sans même t'en rendre compte, et ça va aussi te permettre de mieux dormir. Donc va marcher. La quatrième habitude que je te conseille de prendre, c'est de manger au maximum des aliments non transformés. Alors attention, ici je ne dis pas de ne faire aucun écart et de manger 100% sain, car de toute façon c'est très difficile à tenir et quand on se restreint et qu'on se force à manger très clean et qu'on s'interdit toute friandise ou aliments non gras, on finit par défoncer un paquet de gâteaux ou commander une pizza. Ce que je te recommande, c'est que dans ton alimentation quotidienne, tu fasses des choix intelligents, c'est-à-dire de manger des aliments qui te font plaisir et qui te remplissent le ventre en même temps. Par exemple, moi je n'achète que très rarement des gâteaux industriels. Sauf qu'à mon travail, on a un coin goûter qu'on réapprovisionne toutes les semaines. Dans ce coin goûter, c'est le paradis du sucre. En fonction des semaines, on peut avoir des Peach, des Doo-Wop, des Kinder Bueno, des M&M's, des barres de céréales ultra sucrées, des madeleines, des pépitos et encore plein d'autres gâteaux. Comme je l'ai dit dans un précédent épisode, je compte mes calories. Du coup, ce que je faisais auparavant, c'est que je cuisinais des repas avec peu de glucides. Par exemple, 30 g de riz en pois cru. Et du coup, j'avais faim l'après-midi. Et vu que je savais qu'il me restait beaucoup de calories à manger et que je pouvais les atteindre en mangeant quelques gâteaux, j'allais donc prendre des friandises dans le coin goûter. Mais il faut savoir qu'il y a une différence entre manger du riz et manger un gâteau. Les deux sont des glucides, mais le riz apporte des sucres qu'on dit lents, ce qui va t'apporter de l'énergie plus longtemps qu'un gâteau industriel, car lui, il est constitué de sucre rapide. Donc tu auras rapidement faim. Comme on dit parfois, le sucre appelle le sucre. Le riz, surtout complet, t'apportera une plus grande sensation de satiété, contrairement à des aliments sucrés comme les bonbons ou les gâteaux industriels qui te donneront encore plus envie de sucre. Du coup, comment j'ai fait pour arrêter de me jeter sur les produits sucrés du goûter ? J'ai tout simplement augmenté la portion de féculents que je mange à midi. Je mange par exemple 65 g de riz en pois cru contre 30 g avant. Et je respecte toujours les calories que je dois manger dans la journée.
La différence, c'est que je choisis de manger un vrai aliment qui va me donner de l'énergie tout au long de la journée, au lieu de prendre des produits industriels qui vont me provoquer des pics de glycémie et jouer avec mon énergie et me donner encore plus faim. Et si j'ai envie de quelque chose de sucré, j'essaie de trouver une option plus saine, une banane, un skyr, un porridge fait maison, ou même une barre de céréales, mais une seule. Bon, voire deux. Mais les 95% de ce que je mange dans la journée doit être apporté par de vrais aliments, pas par quelque chose d'industriel. Avec ce changement, j'ai pu vraiment observer que j'ai plus d'énergie dans la journée, que ma peau est devenue plus belle et que j'ai perdu du gras, tout en gardant le même nombre de calories que je mange. La 5e habitude à prendre, c'est d'être régulier dans tes entraînements. C'est quelque chose de crucial si tu veux voir des résultats. Personnellement, je me lève à 5h30 du matin pour aller à la salle de sport avant le travail et je peux t'assurer que c'est toujours difficile de me motiver à sortir de mon lit, surtout l'hiver quand il fait 0 degré dehors et qu'il fait encore nuit. Est-ce que j'ai envie de sortir dans le froid ? Non. Est-ce que j'ai envie de rester au chaud dans mon lit et dormir plus longtemps ? Oui. Mais est-ce que j'ai envie d'atteindre mes objectifs fitness ? Oui. Alors j'y vais. C'est une question de discipline et je ne me laisse pas le choix. Je prépare mes affaires de sport la veille pour que je n'ai plus qu'à me changer et à y aller. Je ne te dis pas forcément de te lever hyper tôt pour aller t'entraîner, mais il faut que tu t'imposes un rythme qui soit le plus facile à respecter pour toi. Personnellement, je n'arriverai sûrement pas à maintenir ma routine sportive si j'essayais d'y aller le soir. Pourquoi ? Parce qu'après le travail, je suis fatiguée et j'ai envie de me reposer ou de voir mes amis. Je n'ai pas l'énergie ni l'envie de me retrouver dans une salle de sport où il y aura beaucoup de monde et où je devrais attendre pour accéder à la machine que je veux. Mais pourtant, j'ai des amis qui n'ont pas d'énergie le matin et qui préfèrent à 1000% aller à la salle le soir et c'est là où ils ont leur pic d'énergie. Le principal, c'est que tu trouves ce qui te convient le mieux à toi et que tu te fixes un rythme. Si tu commences le fitness, tu peux te fixer comme objectif d'aller à la salle 2 à 3 fois par semaine. Et après, tu peux augmenter. Pour ma part, j'y vais 5 à 6 fois par semaine. Ça peut m'arriver d'y aller que 4 fois, mais j'essaie au maximum d'y aller au moins 5 fois. Ça arrive que tu ne puisses pas maintenir ton rythme car tu es malade ou que tu pars en vacances par exemple. Mais ce n'est pas grave, le tout c'est de ne pas baisser les bras et de reprendre le rythme une fois que tu es de retour dans ton quotidien normal. C'est comme tout, si tu veux apprendre une chorégraphie et progresser en danse, tu ne peux pas aller au cours de danse une fois par mois, il faut y aller régulièrement. C'est pareil pour la salle de sport, il faut y aller de manière régulière si tu veux voir des résultats. Voilà, tu sais tout, je t'ai donné mon top 5 des habitudes à prendre si tu veux optimiser tes résultats à la salle. Pour résumer, en 1, dors au minimum 7 heures par nuit. 2. Hydrate-toi comme il le faut. 3. Essaye de marcher au moins 8000 pas par jour. 4. Mange au maximum des aliments non transformés. Et 5. Sois régulier dans tes entraînements. Comme d'habitude, tu sais que tu peux me contacter sur mon compte Instagram, tonpodcastfitness_, si tu veux me poser une question ou me donner ton avis sur l'épisode. Abonne-toi à mon podcast pour ne rien rater et pense à lui mettre 5 étoiles si tu as aimé cet épisode. Bisous!